Bonjour à tous, j'ai l'immense honneur aujourd'hui de recevoir Jean-Dominique Michel, qui nous a éclairé pendant toute cette crise sur la question du Covid et qui va continuer à le faire aujourd'hui grâce à la sortie de son nouveau livre qui s'appelle Autopsie d'un désastre. Donc c'est le deuxième volet d'un triptyque finalement. Bonjour Jean-Dominique, tu vas bien? Bonjour Louis, très bien, merci de ton invitation. Ouais, merci à toi. Alors, tu m'as fait l'honneur de m'envoyer ton livre que j'ai pu lire. Et pour moi, il a un enjeu très important parce que j'ai l'impression que les crises qu'on a vécues ces dernières années ont mis à mal notre capacité à appréhender le réel, notre capacité à savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. D'ailleurs, on n'a jamais vu proliférer autant de fact-checkers et de gens qui sont en charge de nous dire qu'est-ce qu'on devrait penser. Et toi, depuis le début, d'abord avec ton premier livre qui s'appelait, que je vais mettre là, qui s'appelait Anatomie d'une crise sanitaire, et puis maintenant avec ce deuxième livre qui s'appelle Autopsie d'un désastre. Donc au début on était dans l'anatomie, maintenant on est dans l'autopsie, quoi. C'est bon signe sur notre système. Tu nous as donné des éléments d'intelligibilité, de compréhension, d'arriver à mettre des mots et des concepts sur ce qu'on était en train de vivre, et presque comme un enjeu de santé publique et de santé individuelle. Alors, avant qu'on parle complètement du livre, est-ce que tu veux bien te représenter succinctement pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Oui, très volontiers. Donc, je suis franco-suisse, socio-anthropologue de formation et de profession avec une spécialisation en santé publique. J'ai travaillé en anthropologie de la santé pendant toute ma vie et notamment dans l'analyse des problèmes de santé que vivent les gens. La santé, ça se joue à beaucoup d'endroits et la médecine n'est capable d'en appréhender qu'une partie relativement restreinte. Alors, heureusement qu'elle est capable de le faire et quand elle est bien appliquée, c'est une bénédiction. Mais il y a tout ce qu'il y a autour et qui participe, qui concourt au fait que les gens et les populations soient plus ou moins en bonne santé ou en mauvaise santé. Et puis, je me suis profilé très vite au début de la crise du Covid parce que simplement tout ce qui nous était dit était incohérent par rapport à ce qu'on sait en santé publique et plus particulièrement dans le domaine de la gestion des épidémies. Donc, il y avait un tel hiatus et en fait, ce que j'ai exhumé, ça fera l'objet encore d'un autre livre qui paraîtra dans quelques semaines, c'est que il y a eu cette réponse totalement dystopique qu'on a vu apparaître en Chine, où on a fait des choses qu'on savait devoir éviter depuis des siècles. Et tout d'un coup, la Chine a fait ça et l'OMS, droit derrière, a dit « Ah, c'est ça qu'il faut faire dans le monde entier ». Le docteur Fauci a pris le relais aux États-Unis. On sait que les cabinets de conseil comme McKinsey ont uniformisé la réponse dans les pays occidentaux. Et donc, on a imposé une réponse dystopique totalitaire allant à l'encontre de toutes les recommandations en santé. Et donc, il m'a tenu à cœur de remettre les pendules à l'heure, c'est-à-dire de faire connaître les réalités de l'épidémie et dont on sait aujourd'hui, mais dont on savait déjà en février 2020 qu'elle correspondait à une grippe moyenne, avec des particularités bien sûr auxquelles il fallait être attentif, mais qui avait absolument rien de cette pandémie terrifiante qu'on a mis en exergue dans les médias. Et puis après, ça m'a conduit à rencontrer plein de gens passionnants comme toi et d'autres à l'intérieur du CSI, dans différents cercles, et c'est vrai qu'on s'est retrouvés. Finalement, on est sortis du bois les uns et les autres. Et donc, 4 ans après, je continue dans cet effort d'intelligibilité parce que ça continue à me sembler essentiel à bien des égards. Ouais, alors tu le fais à la fois dans ce livre, L'autopsie d'un désastre, mais tu le fais aussi dans une web TV quotidienne où tu apportes de l'intelligibilité aussi sur l'actualité et puis finalement ce qui peut passer dans Twitter, démêler un peu le vrai du faux. Puis qu'est-ce qu'il y a derrière certains tweets en quelques mots, les gros dossiers qui peuvent se cacher derrière certains tweets. Et tu le fais sans concession ni tabou, comme tu le dis toi-même, sans conflit d'intérêt non plus, pour oser dire des choses que beaucoup de gens n'osent pas dire. Moi le premier, et donc moi je suis assez admiratif de ça, d'arriver à à créer les liens et à dire sans phare, sans faux semblant, les enjeux de corruption, les enjeux de perversion qui ont cours aujourd'hui dans notre société. Merci. Bon, c'est vrai que j'ai aussi comment dirais-je, je me suis créé une niche qui me permet ça, parce que j'ai résilié tous mes contrats avec des organisations ou des systèmes de santé, précisément pour pouvoir préserver ma liberté de parole. J'ai construit une activité économique qui me permet d'en vivre, donc c'est vrai que j'ai ce luxe immense. Et puis après, mais je crois que c'est quelque chose qui nous anime tous, c'est le fait de ne pas supporter l'injustice, de ne pas supporter le mensonge, surtout dans une dimension industrielle et mafieuse.
aucun d'entre nous ne peut prétendre d'être totalement vertueux dans tous les domaines de nos vies. Donc il y a notre humanité banale qui cafouille un peu de jour en jour, mais qui, dans l'ensemble, est bien intentionnée, généreuse, n'a pas de mauvaises intentions, reste fondamentalement altruiste. Et puis aujourd'hui, il y a véritablement un système politico-économique qui, et ils le disent très ouvertement, c'est ça qui est extraordinaire, vise à l'asservissement des populations, à un hyper-contrôle sur les populations, au fait de retirer de plus en plus de droits, y compris le droit de décider pour sa santé à la population. Et donc, moi, je trouve essentiel d'essayer, voilà, à ma modeste mesure, de faire porter une voix qui, de nouveau, redessine les contours du réel. Parce qu'au fond, au début de l'épidémie de Covid, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu cette verbalisation complètement délirante qui est arrivée. On vit une nouvelle grippe espagnole, on est tous vulnérables, on risque tous de mourir. Si on ne se soumet pas à ce qui nous est imposé, on va tuer les autres et on va être un mauvais citoyen. Et attendant une injection génique miraculeuse qui va tous nous sauver, ce qui était juste une narration complètement délirante. Délirante dans le sens propre du terme, découplée du réel. Et donc moi, mon boulot, j'ai envie de dire, ça a été de renommer le réel, mais aussi pour éviter que des gens se fassent absorber de bonne foi dans cet univers délirant. Et tu sais qu'avec le CSI, et on a beaucoup eu ce feedback de gens qui nous disaient « mais merci d'avoir mis des mots sur ce que je savais déjà et ce dont je me rendais compte. » Mais comme j'ai pas vos connaissances et que c'est pas mon métier, je commençais quand même à douter de moi-même en me disant mais peut-être qu'au fond c'est plus grave que je le pensais, peut-être qu'au fond les masques protègent. Et nous ce qu'on a fait, c'est de ramener de la bonne information pour dire non non, c'est vous qui êtes dans le juste, vous avez bien senti l'histoire et malgré la propagande et l'endoctrinement qui sont diffusés massivement par les milieux politico-médiatiques, c'est vous qui êtes dans le juste. Et donc finalement, ça a rasséréné beaucoup de personnes quant au fait de voir clair dans cette affaire. Et 4 ans après, avec des choses qui continuent de se durcir, je pense que cette capacité de voir clair est plus importante que jamais et qu'au fond, c'est de ça que va dépendre le fait qu'on parte vraiment en couille, excuse mon français, dans quelque chose de très grave. On y est déjà, à vrai dire. C'est déjà très avancé, ou qu'à un moment donné, il puisse y avoir un mouvement, un sursaut de conscience et de bonne rébellion dans la population. Alors justement, ton livre, il arrive peut-être au moment opportun, un moment où le sujet est un petit peu moins chaud qu'en pleine crise. Et au moment où, tambour battant, tous les médias étaient en train de raconter des mensonges, il arrive à un moment où les médias eux-mêmes, enfin, en tout cas les journalistes qui composent ces médias, commencent pour certains à faire leur mea culpa, où le président du Conseil scientifique français, Delfrécy, a lui-même retourné sa veste, comme dans la chanson de Dutronc, au bon moment, de manière opportune, ce qui lui donne raison, c'est-à-dire qu'à la fin, on lui en veut presque pas, en tout cas, on lui en veut moins que certains autres qui ne la retournent pas, donc... Et c'est ce moment où il faut poser quelle va être l'histoire dominante qui sera racontée. Quelle est l'histoire des vainqueurs, on pourra dire. Donc on ne peut pas laisser dire qu'il s'agissait d'une terrible épidémie, qu'on allait tous mourir. Et quand tu reprends chacun de ces thèmes un par un, finalement, la gravité proprement dite, les réponses sanitaires qui ont été proposées, la disqualification complète des thérapeutiques précoces, les prises en charge très choquantes qui ont eu lieu auprès des personnes âgées, auprès des enfants, avec énormément de malveillance finalement et un traumatisme très important dans notre société qui est là. Tu reprends certaines questions précises comme celle de la ventilation mécanique, comme celle de l'organisation des soins et la disqualification des médecins généralistes. Et puis tu en arrives à la fin à cette question de la corruption systémique. Alors, est-ce que tu veux bien nous dire un mot sur ces différents chapitres qui rejoignent au fond ce que Laurent Mucchielli avait appelé la doxa du Covid? Oui, oui, très volontiers. Et tu vois, une autre de mes particularités, c'est que je ne suis pas un producteur de connaissances. Moi, il n'y a rien d'original que je produise par rapport à telle ou telle facette de l'épidémie, comme Laurent Toubiana peut le faire par rapport à l'épidémiologie, comme Didier Raoult peut le faire sur l'aspect médical. Moi, mon travail, c'est vraiment un travail de généraliste. Je suis un ethnographe. Et au fond, je cherche à décrire le plus précisément possible de quoi est constitué notre paysage collectif. Et puis avec cet ajout, j'ai envie de dire, de l'anthropologie, c'est techniquement ce qu'on appelle la différence entre l'approche émique et l'approche éthique. C'est-à-dire qu'on
on prend les éléments de réalité et puis on cherche à voir dans quelle mesure ils correspondent bel et bien au réel. Les verbalisations d'un côté et la réalité de l'autre. Et donc, moi, j'ai été puisé dans toute l'extraordinaire production de gens qui, justement, sont des producteurs de science, en France, mais à travers le monde. Tu te souviendras accessoirement que tu as été le premier à parler en France de ce problème de la ventilation mécanique automatique de toutes les personnes arrivant en risque de décompensation respiratoire à l'hôpital. Tu l'as fait lors du séminaire que tu as donné à l'IHU, donc je te cite. Tu as été le premier à dire ça en France. Donc, tu vois, moi, je vais chercher les bonnes informations au bon endroit et puis après, je les arrange comme les pièces d'un puzzle pour que ça devienne le plus lisible possible pour les personnes. Et donc, j'ai essayé de faire vraiment un inventaire très exhaustif. Parce qu'au fond, dès lors qu'il s'agissait d'une maladie relativement banale et d'une épidémie sans caractéristiques particulières, hormis la spike, qui reste un point d'interrogation. Mais en dehors de ça, et tu sais comme moi qu'on a la preuve aujourd'hui que le SARS-CoV-2 a circulé sur nos continents déjà dès l'été 2019 et probablement avant. Donc pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de terrible épidémie entre l'été 2019 et mars 2020? C'est pour deux raisons très simples. C'est qu'on a laissé les médecins généralistes soigner les gens essentiellement avec de l'azithromycine pour des pneumopathies atypiques, et puis qu'on n'a pas confiné parce qu'on sait depuis des décennies que quand tu confines une population au sein de laquelle un virus a déjà circulé, tu fais exploser le nombre de cas graves. On nous a expliqué que c'était pour ralentir l'épidémie, mais en fait, ça fait exploser l'épidémie de manière mécanique. Et donc, dès qu'on a fait ça en mars 2020, ben effectivement, on a vu des choses tout à fait inhabituelles se produire. Et puis, il y a eu comme ça un ensemble de manipulations que je décris. Par exemple, on se souvient tous aussi qu'on nous a expliqué de manière répétée que toutes les mesures servaient avant tout à éviter l'engorgement des hôpitaux. Selon voilà, sur les 1300 établissements hospitaliers privés et publics dont dispose la France, il y en a 38 pour commencer, puis 100 dans un deuxième temps, qui ont été retenus comme étant les seuls établissements où il fallait diriger les patients atteints du Covid. Donc, si tu soignes pas les gens, que tu crées les conditions pour que se développent des formes graves chez les patients à risque, et que tu restreins le nombre d'hôpitaux, c'est assez facile de générer une surcharge, sachant que même avec les épidémies de grippe annuelles, il y a une surcharge tous les hivers. Et donc, on a fait croire qu'il y avait une suroccupation hospitalière, mais ce qui est faux. Quand on voit les statistiques, il n'y a rien eu d'anormal par rapport aux autres années, malgré tous ces différents éléments mis en place. Et donc, ce qui est fascinant, mais ce qui est aussi sans doute difficile à penser pour la plupart des gens, c'est que déjà tout ce qui a été dit, mais tout, hein, au fond, c'est comme Macron. Tu vois, Macron, dans son profil de personnalité, ment de la manière la plus débridée qui soit, et donc il n'y a pas une chose, il n'y a pas un engagement qu'il prenne où on ait la garantie qu'il va le faire, parce qu'il se fiche complètement de faire ce qu'il a dit ou non, à une exception près qui était d'emmerder les non-vaccinés. Ça, il a tenu sa parole, mais sur tout le reste, si on fait confiance à une parole d'Emmanuel Macron ou d'Olivier Véran, c'est qu'on n'a pas très bien compris à qui on a affaire. Et ce qui est fascinant dans l'histoire du Covid, c'est que tout ce qui nous a été dit est faux. L'origine était fausse, la temporalité était fausse, la gravité était fausse, le fait que ça soit soignable ou non était fausse, l'engorgement présupposé des hôpitaux était fausse, le fait que tout le monde était en danger était faux, l'absence de remède précoce était faux, le fait que les mesures étaient protectrices était faux, le fait que l'injection génique était sûre et efficace et allait apporter une solution était faux. Enfin, c'est extraordinaire de voir le degré de fausseté. Et au fond, les gens qui ont été happés dans cet univers de sens, dans ces croyances, sont vraiment captives, mais comme le sont des personnes qui sont prises dans des dérives sectaires, d'une vision délirante du monde. Quelqu'un dans une secte, il est persuadé que le gourou est la lumière divine incarnée, que ceux qui contestent la secte sont des ennemis dangereux au service de ceci, cela. Ils entrent dans des modes de pensée comme ça, un peu paranoïaques et en tout cas très, très problématiques. Et c'est ce qui s'est passé à l'échelle d'une collectivité. Alors, tu mentionnes la corruption parce que c'est effectivement un des domaines que je maîtrise bien, donc ça ne sort pas de nulle part. Et tout ça a été organisé de manière très méticuleuse. Et donc, mon autre livre qui sort dans quelques semaines parlera de la fabrication du désastre, c'est-à-dire comment, effectivement, ça n'est pas une somme de maladresse ou de malencontreux hasard, mais que tout ça a été préparé de manière extrêmement précise, méticuleuse et organisée depuis plus de 20 ans.
Et heureusement, on accède assez facilement à l'information, donc j'ai pu trouver tous les éléments qui le démontrent de manière tout à fait indiscutable. Finalement, ces éléments de réel que tu nous redonnes sont des piliers sur lesquels se tenir. Comme tu l'as dit, il y a beaucoup de citoyens qui ont dit bah, ça nous a permis de ne pas devenir fous, de ne pas être seuls, de se raccrocher à quelque chose qui semblait tenir le coup alors même que tout autour tout vacille. Et on a l'impression qu'effectivement, il y a une vraie question épistémologique derrière tout ça, c'est la création du savoir. L'épistémologie, c'est cette science de la création du vrai, du savoir, qui aujourd'hui est complètement mise à mal. Comment est-ce qu'on crée l'information, y compris dans les facultés de médecine, y compris dans tous les discours apophantiques qui sont chargés de nous dire le vrai. Et j'ai eu ce constat l'autre jour devant une toute petite vidéo avec Peter McCullough où il répond à un YouTuber qui lui dit non mais quand même vous pouvez pas nier que le vaccin a sauvé des millions de vies. Et il dit ben non c'est faux. Et pam, il lui balance les faits un par un pendant 5 minutes où le YouTuber reste pantois. Et finalement ton livre est un peu comme ça. Il permettrait à tous les citoyens qui le lisent et qui l'ont dans la poche de répondre à tous les autres dans leur moment de folie et d'isolement sectaire en leur disant non c'est faux, ce que tu dis est faux. Et peut-être je ne sais pas comment on fait sortir les gens d'une dérive sectaire, mais les ramener au réel systématiquement est peut-être une des voies de salutogénèse. Merci. Robert Kennedy Jr. le fait très très bien aux États-Unis parce que effectivement il travaille sur la question des vaccins notamment depuis des décennies et c'est un avocat redoutable. Il a remporté énormément de causes, donc il est très organisé dans sa tête, si tu veux. Il maîtrise très bien la matière. Et on voit à l'occasion de sa campagne aux États-Unis, donc il se présente à la présidence, l'élection à la présidence, que quand les journalistes notamment le traitent d'anti-vax, il reprend tout de suite avec des choses très concrètes la réalité de sa position en disant non, je suis pas anti-vax, mais c'est juste que la science est très défaillante et il y a beaucoup de choses fausses qui circulent sur les vaccins. Donc moi, je cherche à mettre en lumière ce dont on est sûr et ce qu'on ignore. Et il le fait comme Peter McCullough avec ce côté très pragmatique. Et effectivement, les Américains sont intéressants de ce côté-là parce que finalement, ils sont moins idéologues que nous, ils sont moins intéressés par la philosophie un peu, et puis ils sont beaucoup plus directs. Et effectivement, le problème, c'est l'hypnose de la dérive totalitaire qui est mise en œuvre, mais avec l'enjeu supplémentaire, je trouve, de comprendre la nature des systèmes pervers. Parce que la plupart des gens qui n'ont pas encore été confrontés à ça sont très vulnérables à la manipulation. Quand tu parles de Delfrécy, tu vois, c'est très intéressant parce que, au fond, il donne l'impression d'être presque de bonne foi et d'être dans une certaine humilité. Oui, c'est vrai, on a été un peu trop vite. Aujourd'hui, on se rend compte que la science, c'est subtil. Puis on a presque envie de dire, ah bah, au fond, c'est un bon gars. Sauf que, dès janvier 2021, il sait pertinemment que l'injection n'immunise pas. Il sait pertinemment qu'il y a une flambée des effets secondaires, notamment graves. Donc, quand, entre janvier 2021 et le mois d'août-septembre 2021, comme d'ailleurs tous les responsables à travers le monde, il nous dit non, voilà, il est peut-être pas parfait, mais en tout cas, ça protège très bien contre la transmission et ça protège très bien contre les formes graves, ce type mentait comme la pire langue de pute. Excuse mon français, mais c'est ça la vérité. Donc quand, 3 ans après, il vient faire un numéro d'humilité, à mon sens, c'est beaucoup plus pour couvrir ses fesses. Hein, parce que le jour où ça va se retourner, ils vont quand même... Et si on regarde l'architecture de la responsabilité juridique, des types comme Delfrécy sont en première ligne. Parce que les politiques peuvent toujours se réfugier derrière l'argument « nous, on n'est pas des professionnels, c'est pas notre métier, donc on s'est appuyé sur l'expertise de ceux qu'on a mandatés à cette fin et qui avaient une très grande notoriété et crédibilité dans le domaine. » Donc en fait, c'est probablement Delfrécy et son équipe qui vont être le plus lourdement sanctionnés le jour où toute l'affaire sera mise à plat. Donc quand il vient la bouche en cœur faire le modeste, si on comprend pas qu'il avait dès le mois de janvier l'information 2021 à ce sujet et qu'il a menti éhontément pendant 8 mois pour faire croire que l'imposition d'un pass sanitaire faisait du sens et que contraindre la population à participer à une expérimentation médicale interdite selon les conventions internationales, tu vois ce que je veux dire, on peut très facilement se faire avoir.
Et au fond, je pense qu'on a un double enjeu pédagogique. Le premier, c'est évidemment de rappeler les choses qui sont solides, qui sont vérifiées, dès février 2020, on sait que le Covid-19 ne menace que des personnes en toute fin de vie ou souffrant de maladies très graves, donc on peut pas dire tout le monde est en danger, c'est totalement faux. Covid-19 est moins grave que la grippe annuelle pour les moins de 50 ans. Donc voilà, rappeler les éléments de réalité, mais après aussi donner les clés pour comprendre comment se met en œuvre la manipulation et comment autant de personnes de bonne foi peuvent tomber dedans pour se transformer ensuite en relais, en petit capot de la dérive totalitaire. Et on a vu par exemple avec les artistes, combien d'artistes qu'on trouvait chouettes, qui avaient l'air d'être des gens honnêtes, se sont transformés en pires salopards sur les plateaux télé, en disant qu'il fallait pas soigner les non-vaccinés s'ils tombaient malades, qu'il fallait leur faire payer les frais, qu'il fallait les exclure, qu'il fallait les affamer, qu'il fallait les mettre en banc de la société. Donc, c'est aussi ça la dérive totalitaire, c'est comment un noyau de gens très tordus, pervers et manipulateurs arrive à instrumentaliser des gens qui sont des braves types, comme toi et moi, pour les conduire à faire des choses qui sont extraordinairement destructrices pour les autres. Oui, peut-être qu'il y a un discours différent à tenir en fonction des gens qu'on a en face. Tu décris finalement ce petit groupe de gens qui sont peut-être 4, 5% de notre population qui sont des pervers. Tu as même fait une vidéo sur le sujet sur ton blog et sur ta chaîne Twitter pour nous permettre de mieux comprendre ces enjeux-là. Donc, merci beaucoup pour ça. Et qui sont une réalité de gens qui sont tordus, abîmés par leur éducation, par la vie, par ce que vous voulez, mais qui ne sont pas capables d'empathie pour les autres et qui ont un but de destruction avant tout, et de pouvoir et d'argent et tout ce que vous voulez. Et puis l'immense majorité des gens qui a fait ce qu'ils ont pu avec leurs ressources propres. Et pour moi, ça c'est un enjeu important aujourd'hui au quotidien. J'ai eu tendance à dire, vous aurez fait un grand pas contre le totalitarisme à partir du moment où vous rediscutez avec votre beau-frère. Qui était une façon un peu rigolote de dire, bon, votre beau-frère qui est vacciné 50 fois, qui croit à tout ce qui s'est dit, etc., et qui a fait avec ses ressources. Et là, pour moi, il y a une ambiguïté, c'est est-ce que les faits peuvent sortir quelqu'un de son état d'hypnose, ou est-ce que, comme Mathias Desmet le dit, c'est plutôt le fait de parler avec son cœur et de recréer les conditions d'un intime, d'une confiance partagée, qui peuvent nous permettre de retisser la société patiemment. Oui. Tu sais, dans un livre que j'ai coécrit sur les neurosciences appliquées, on a écrit un petit chapitre avec mon co-auteur qui s'appelle « Vous rêvez de convaincre quelqu'un qui a tort, laissez tomber ». C'est impossible. Et au fond, on a tous fait cette expérience, c'est que, sauf chez des gens très ouverts d'esprit, qui sont d'emblée prêts à se questionner, le fait même d'amener des éléments de réalité très, très solides ne suffit pas. Et notamment, alors ça, c'est ce que je montre dans le prochain livre, La fabrication du désastre, parce qu'il y a eu une stratégie extraordinairement bien pensée et puissante mise en œuvre pour disqualifier d'emblée les informations qui contredisent la doxa. Donc, et ça, Flao, par exemple, Antoine Flao, qui est un épidémiologiste basé à Genève maintenant et qui, à mon avis, est une des pires crapules du domaine. Et lui, statistique à la fac. Diable. Eh bien, lui, il n'arrête pas à ses critiques de dire non, mais il y a un article dans Nature qui est sorti et vous voyez que la science dit que, et il passe complètement sous silence le fait qu'il y a, oui, toute une partie de la science qui est corrompue et que comme l'industrie du tabac à l'époque faisait publier des études pour montrer qu'il n'y avait aucun lien entre le fait de fumer et le cancer du poumon, il peut puiser à volonté dans une science fallacieuse et comme il a l'autorité, il est directeur de l'Institut de santé globale de Genève. Quand toi, tu arrives avec des articles qui sont publiés dans François ou sur Réinfo Covid ou dont toute la presse dit que ça vient de gens qui ont pété un câble, comme Didier Raoult à Marseille, ça veut dire que d'emblée, tu as un handicap tel que tu ne peux pas contrer, si tu veux, la force de cet endoctrinement. Cela dit, je crois qu'il y a quelque chose de très juste dans ta proposition initiale, c'est qu'au fond, il y a un peu 3 cas de figure. Soit ton beau-frère est extrêmement agressif, il te traite d'assassin en puissance parce que t'as pas voulu te laisser injecter. Il te bat froid. Et à ce moment-là, il y a une autodéfense à mettre en œuvre. Tu vois ce que je veux dire? De pas se laisser faire et de contredire paisiblement mais fermement avec des arguments.
Deuxième cas de figure, ton beau-frère, il s'est fait injecter, toi pas, il n'est pas d'accord avec toi, mais c'est pas un casus belli et il vient pas te chercher à ce sujet. Et je pense que dans des cas comme ça, moi c'est mon cas avec des gens très proches, hein, qui sont pas d'accord avec mes thèses, mais qui sont pas dérangés avec le fait que je dise ce que je pense. Je crois qu'il faut pas aborder le sujet. Il faut vivre bien. Justement, nourrir le bon, le vivant, faire des choses ensemble qui sont agréables, cultiver la vie, parce que la vie est très atteinte par les temps qui courent, en attendant un moment éventuel où il pourrait commencer à se poser des questions. Et puis, si d'aventure, à un moment donné, il y a une proposition de leur part, par exemple, moi j'ai un proche récemment qui m'a dit ouais, quand même, je me demande, parce que c'est vrai qu'en Suède, ils ont rien fait, donc au fond, qu'est-ce que le confinement et les masques ont vraiment permis d'obtenir comme résultat? Bah, à ce moment-là, mais très doucement, parce que tu sais comment c'est, dès qu'on cherche à convaincre quelqu'un avec un peu d'intensité, c'est comme quand un vendeur essaye de nous convaincre de quelque chose, si on n'est pas complètement naïf, donc très prudemment, et puis le jour où ils viennent en disant, écoute, ouais, là vraiment, je me pose vraiment des questions, bah, à ce moment-là, tu y vas, parce que le champ est ouvert. Mais effectivement, je crois qu'il faut être très ferme avec les abuseurs, ceux qui sont devenus les relais de l'abus pour ne vraiment pas se laisser faire par rapport à ça, mais en dehors de ce cas de figure, d'être très... tu as beaucoup prêché la douceur et je trouve que c'est très juste. Et moi-même, j'essaie d'être dans les deux, j'essaie d'être très très tonique et sans faux détour d'un côté, mais en même temps, moi j'ai de haine contre personne. Tu vois, même Delfrécy et Flao, dont je considère qu'ils ont eu vraiment des responsabilités énormes et une action catastrophique et très perverse en la matière, hein, je ne les hais pas en tant que personne. Et donc, quand on arrive à articuler un peu ces deux valeurs, je pense qu'il y a quelque chose déjà qui est bon pour nous. Ça nous évite aussi d'être trop pulsérés ou de mal vivre les choses, mais qu'il y a quelque chose qui est aussi agissant par rapport à l'extérieur. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que on a l'impression voilà, qu'avec ces pervers, il faut arriver juste à structurer un nom et dire ça s'arrête là. Et je n'ai même pas de haine envers vous, au contraire, je vais vous montrer que moi je peux vivre dans la joie, la paix, le bonheur, en cultivant le beau, le juste et le bon, et le vrai, que vous n'aurez jamais, et auquel vous ne pourrez jamais accéder, vous resterez à jamais endetté à cet endroit-là. Ouais. Tant pis, voilà, peut-être qu'il faudrait un amour infini pour guérir ces gens-là, et que bah, on n'en est pas capable, hein, qu'il faudrait qu'ils trouvent une sainte sur leur parcours ou un saint pour réussir à les aimer comme il faut, mais que cette dette-là ne sera pas remboursée. Et puis de l'autre côté, voilà, tous ces gens qui sont autour de nous, les prendre comme ils sont et les aider peut-être à augmenter leurs ressources vitales, parce qu'au fond, si les gens ont de l'énergie, s'ils sont en forme, s'ils sont en bonne santé, ils sont capables de voir des choses qu'ils ne sont pas capables de voir autrement. Oui. Pour moi, il y a un travail aussi à faire à cet endroit-là, c'est de prendre soin des gens autour de nous qui ensuite verront la rationalité qu'on a essayé de poser et que là que tu poses dans ton livre, etc., au moment où ils devront la voir. Et c'est ce que tu décris là. Moi, j'ai eu beaucoup de retours ces derniers temps de gens qui commencent à se poser la question, à se dire, tiens, oui, en fait, est-ce qu'on a bien fait comme il fallait? Et si jamais les livres que tu écris sont pas là, eh ben, il y a pas de ressources, quoi. Donc, il faut qu'ils soient là. Alors, on a abordé la question de l'épistémologie. Et là, dans ton prochain livre, tu vas aborder plus loin que la question de la corruption systémique, celle de l'intentionnalité qu'il y a derrière cette destruction du système. Est-ce que pour toi, ça correspond à cette stratégie du choc qui a été décrite par Naomi Klein, qui est de détruire un système pour le reconstruire à sa convenance, avec les enjeux économiques et les régulations qu'on voudrait? Oui, complètement. Et la stratégie du choc, on la voit vraiment de manière répétée, hein. Le plus bel exemple, c'est le 11 septembre 2001, où vraiment ça a été une stratégie du choc à l'échelle de l'Occident. On l'a vu encore récemment en Israël avec l'attaque du Hamas le 7 octobre, mais dont on sait que tous les systèmes de défense israéliens, qui sont les meilleurs au monde, ont été complètement défaillants, qu'ils ont été avertis des semaines à l'avance, qu'ils n'ont rien fait, que les forces israéliennes ont mis 7 ou 8 heures pour intervenir alors que des massacres avaient en cours. Donc on voit qu'il y a cette stratégie du choc répété. Et effectivement, ce que je montre dans la fabrication du désastre, c'est qu'il y a eu, alors ça on le sait, une militarisation de la santé publique au cours des 20 dernières années sur le modèle de la réponse au bioterrorisme.
C'est-à-dire que les règles de base pour gérer une épidémie infectieuse, respiratoire, c'est qu'on laisse les médecins généralistes soigner et on laisse la société vivre normalement. C'est ce que la Suède a fait pour laisser la société vivre normalement. Et moi, je dis, si en France, on avait fait ça et qu'en plus, on avait mis à contribution l'expertise des professeurs Raoult et Perron, on aurait eu les meilleurs résultats au monde. Parce que c'est comme ça qu'il faut bien gérer les choses. Donc, il y a eu une militarisation et une instrumentalisation de la santé publique pour substituer à ça une réponse hyper autoritaire qui pourrait éventuellement faire sens dans le cadre d'une attaque bioterroriste. Si on lâchait dans la population des virus très dangereux et mortels, ça pourrait éventuellement faire sens de confiner tout le monde avant que le virus ait pu se répandre. Pourquoi pas? Excuse-moi. La deuxième perspective que j'éclaire, c'est le fait qu'il y a eu une militarisation de l'information depuis 20 ans. Et donc, au fond, ce rideau de fer qui est tombé en mars 2020, où tout d'un coup, plus aucun discours différent de la vérité officielle n'était toléré. Tous ceux qui s'y risquaient subissaient des campagnes de destruction de réputation, ce qu'on n'avait quand même jamais vu en Occident à cette échelle, a été préparé de longue date. Et c'est notamment un des paramètres principaux des différents exercices, des répétitions qui ont été faites avec tous les acteurs concernés. Il y en a eu pratiquement tous les ans ou tous les 2 ans, dont le dernier en octobre 2019, et dont un des principaux axes était la lutte contre les fausses informations et le fait d'empêcher les gens qui croyaient à des fausses informations de pouvoir s'exprimer. Donc tout ça était préparé, mais complètement comme du papier à musique, et le moment venu, paf, c'est tombé comme une chape de plomb, tout ça dans une société qui est elle-même en pleine décadence. Et donc ça, c'est l'autre volet que je montre, c'est qu'il y a cette décadence en cours de l'Occident. Je t'ai entendu mentionner récemment Emmanuel Todd, qui en parle très bien dans son livre Le déclin de l'Occident, mais il y avait eu d'autres, comme Julien Freund avant, qui avait traité ça. Donc nous sommes effectivement dans une de ces périodes de déliquescence. Et puis dans cette réalité qui est très douloureuse pour la plupart des gens à penser, parce qu'elle vient contredire au fond nos certitudes rassurantes les plus fondamentales, mais c'est que d'ores et déjà, le coup d'État a eu lieu. D'ores et déjà, les populations sont dépossédées de leur droit à l'autodétermination, de choisir pour elles-mêmes ce qu'elles veulent. Le référendum au sujet de l'Europe en 2005 en France en est l'illustration même. Quoi que la population décide, si on lui donne le choix, depuis on lui donne plus le choix, c'est quand même plus commode. Et ben, de toute manière, si ça va à l'encontre des intérêts mondialistes, ça sera suivi d'aucun effet. Donc il n'y a plus de démocratie et il n'y a plus d'état de droit. Maître Brouza l'a révélé dans un livre, les procureurs en France ont reçu l'ordre de ne pas instruire les plaintes contre les autorités politiques et médicales au sujet du Covid. La justice ne fonctionne plus. Des présidents de tribunaux ont reçu du Conseil d'État les réponses à apporter pour les soignants suspendus. Et des décisions de tribunaux éloignés de plusieurs centaines de kilomètres sont les mêmes à la virgule près. Ça a été parachuté depuis en haut. Ça, c'est un système judiciaire totalitaire. Ça n'a plus rien à voir avec l'état de droit. Donc, ce qui est aussi douloureux à penser pour la plupart des gens, c'est que nous ne sommes plus en démocratie, nous ne sommes plus en état de droit et le coup d'État a déjà eu lieu. Et tu vois, quand on a grandi dans la confiance que le droit, qui fonctionne tant bien que mal, mais enfin, dans l'ensemble, protège nos droits et que on vit dans des régimes démocratiques, le fait d'ouvrir les yeux sur le fait que, ben non, c'est plus du tout ça, c'est quand même assez difficile et douloureux. Donc, il y a une sorte de mise à jour fondamentale du logiciel de compréhension dans ce dans quoi on vit, qui est absolument nécessaire et qui permet de commencer une sorte de résistance. Une première résistance qui est au quotidien, en transgressant, en n'acceptant pas les dictats, en disant non, en retrouvant sa liberté comme tu l'as fait. Comme d'autres ont pu le faire, et puis d'autre part en commençant à s'organiser, ce qui est très difficile parce qu'on a comme une impression d'impuissance systématique dans ce moment-là, puisque comme tu le dis, au fond tous les systèmes institutionnels sont désormais corrompus et au service d'une petite clique qui cherche son propre intérêt et qui a concentré dans ses mains tous les pouvoirs, le pouvoir médiatique, celui de dire et de faire, celui de dire le vrai, là, on forme les zététiciens, la secte zététicienne à la fac maintenant pour que tous les petits relais de jeunes soient persuadés qu'ils ont plus raison que nous parce qu'ils ont regardé sur Google et Twitter.
le pouvoir judiciaire, tu l'as dit, le pouvoir législatif, voter une loi en une nuit à 4 heures du matin qui vous fout en tôle pour les 3 prochains mois chez vous. Tout le pouvoir exécutif, des gens avec des LBD, des chars d'assaut qui sont capables de vous éborgner, de vous arracher des mains, si vous n'êtes pas d'accord et que vous allez manifester dans les rues. Tous les médias maintenant interdisent la parole et la liberté d'expression. Julian Assange en est évidemment l'icône, mais ça t'arrive à toi, ça m'arrive à moi, même en Suisse maintenant, pour venir faire une conférence sur la question de la peur. Le Parti socialiste lausannois dit c'est insupportable, il ne faut pas laisser parler cette personne. Donc il y a un raidissement très très important. Comment traverser ça alors est-ce que tu as quelque chose? Si tu veux, je crois que c'est vraiment le cœur du problème auquel on est confronté, c'est l'impuissance dans laquelle nous nous sentons. On a beau essayer tout ce qu'on fait, voilà, on sent qu'on n'a pas de levier pour pouvoir agir sur le collectif, en tout cas pas ceux qu'on aimerait pouvoir avoir. Et puis avec un sentiment d'usure dans la durée, de découragement chez certains, c'est dur, hein, c'est vraiment très très dur. En ce qui me concerne, je garde une certaine, j'aime pas le terme d'optimisme, parce que mais peut-être une certaine espérance, qui est qu'au fond, et là je suis très maffezolien de ce point de vue-là, puisque Michel Maffezoli le dit depuis 40 ans, on est dans un changement d'époque. Et au fond, il y a déjà un nouveau monde en gestation qui était en train d'apparaître. Et tu vois, moi qui ai beaucoup travaillé les questions de système de santé, j'ai vraiment vu dans les 20 ans qui ont précédé la crise Covid, la médecine institutionnelle s'ouvrir à la médecine intégrative, à la relation avec le patient, à la pleine conscience, aux pratiques alternatives de santé. Il y avait une vraie recherche parce que, étant un peu sorti de son idéologie comme ça, très dominante, finalement, les médecins et la médecine se rendaient compte de manière humble des limites de la médecine, qui a des pouvoirs d'agir somptueux, magnifiques. Tu en sais quelque chose en tant que réanimateur. C'est génial ce qu'on est capable de faire. Mais il y a des limites à l'art médical. Et donc, il y a plein de choses qui peuvent être utiles de manière adjacente. Et il y avait une très grande ouverture du milieu à ça. On a quand même vu la démocratie participative commencer à s'ouvrir et commencer à se manifester. On sentait qu'on était en train un peu de sortir des conflits idéologiques et des manières très rigides et matérialistes de penser le monde, de gauche ou de droite, du passé. Donc, je pense vraiment qu'il y avait cet appel à un renouvellement de notre manière de vivre, individuelle et collective, et que le coup d'arrêt donné par la crise Covid et la succession de chocs, finalement, vise à empêcher ça, mais d'une manière, c'est l'hypothèse de Maffezoli qui, au fond, est sans espoir. Parce que voilà, l'évolution se produit, c'est un combat d'arrière-garde des élites qui ont peur de perdre le pouvoir et qui finiront par le perdre. Et après, dans cette réalité où plus ils sont en train de perdre la maîtrise des choses, plus ce qu'ils imposent devient violent, brutal, insensé et délirant, mais plus les gens ont l'opportunité d'ouvrir les yeux sur ce qui les anime réellement. Donc, ils sont sans doute, c'est de nouveau mon espérance, en train de créer les conditions de leur échec en arrivant dans des outrances de plus en plus violentes. Mais évidemment que c'est difficile à vivre pour nous. Et puis, j'ai envie de partager avec toi une idée. Parce qu'évidemment que je crois comme nous tous, ça me titille, ça me travaille depuis très longtemps. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vraiment les embêter et les mettre en échec? Et puisque nous n'avons rien dans la réalité, même si on allait faire du blocus de ministère ou d'Élysée, on se ferait tabasser par des enragés qui n'ont à peu près plus rien à voir avec des forces de l'ordre, avec des moyens militaires, on se ferait éborgner, on finirait en tôle. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Même les ressources naturelles d'opposition à la tyrannie ou de contestation dans la population ne sont plus accessibles. Et au fond, j'ai eu deux idées. La première, je me suis demandé, puisque dans le matériel, nous n'avons rien, que se passerait-il si nous étions des centaines de milliers ou des millions à nous engager par la prière à chercher à changer les choses? Alors la prière, évidemment, ça inquiète beaucoup de gens en disant « Ah, ça y est, les bondieuseries », mais ça n'a rien à voir avec la religion ou les convictions. On peut très bien être athée ou agnostique et prier, c'est émettre une intention bienveillante de transformation par rapport à la société dans laquelle on vit. Le moine bouddhiste vietnamien Thich Nhat Hanh, qui n'était pas déiste, il ne croit pas en Dieu dans le bouddhisme, a écrit tout un très beau livre sur le pouvoir de la prière. Donc, qu'est-ce que ça ferait si des millions de personnes disant « Ok, on ne peut pas aller manifester dans les rues, on ne peut pas renverser ce gouvernement pervers,
mais chaque jour, on canalise nos intentions. Ça serait déjà... Alors, on n'a pas de preuve dans le domaine de la santé que prier pour autrui aide à sa guérison. Il y a des données contradictoires. Il y a quelques études qui indiquent quelque chose en ce sens, mais d'autres qui sont moins convaincantes. Par contre, ce dont on est sûr, c'est que la personne qui prie, c'est toujours bon pour elle-même. Donc, au fond, un moment de prière collective, ça pourrait être quelque chose par lequel nous nous ferions du bien à nous-mêmes et, tu vois, nous ressourcerions dans cette intention. Et puis, l'autre élément, parce qu'au fond, la seule vraie fragilité des pervers, c'est qu'ils ne supportent pas qu'on se moque d'eux. Si tu les détestes, tu vois, il y a ces images extraordinaires de Macron au Stade de France pendant la Coupe du Monde de rugby, tout le monde le hue, et tu te dis, ça va le faire chier. Mais non, le mec jubile. Et tu vois, il est là avec son sourire, tu sais, parce que ce sont des gens qui adorent être détestés. C'est la phrase de Caligula, hein, peu importe qu'ils me haïssent pour autant qu'ils me craignent. Enfin, c'est Suétone qui attribue ça à Caligula, mais enfin. Donc, tu vois, et puis d'ailleurs, tu as vu, c'est devenu interdit de faire des casserolades, c'est devenu interdit de siffler. Donc, puisque ce qu'ils redoutent le plus, c'est la moquerie, et si nous utilisions l'arme du rire. Imagine que Macron arrive au salon d'agriculture et que le salon entier explose de rire. Ils vont faire quoi? Ils vont interdire aux gens de rire? Ils vont verbaliser les gens parce qu'ils ont ri? Si les gens huent, ils peuvent les verbaliser, mais si tu ris. Donc, Macron, nous sommes en guerre. On va vous enfermer chez vous. On va mettre l'économie russe à genoux. Faites-nous confiance. C'est peut-être l'arme la plus redoutable que nous ayons à disposition. Et donc, ma proposition, aussi absurde ou idéaliste qu'elle pourrait paraître, ça serait: qu'en serait-il d'un peuple qui prie et qui rit? Merci pour cette proposition, elle est importante. J'aimerais rebondir et en même temps, je pense que c'est bien de finir là-dessus peut-être. Et si c'est OK pour toi, Oui. donc voilà, un peuple qui rit et qui prie, et chanter, c'est prier deux fois. Je pense on peut chanter aussi et se réunir. Toute la célébration collective nous recharge individuellement, collectivement, et charge même les lieux où elle se trouve de ce qu'on y célèbre. Si on célèbre le beau, le juste et le vrai, les lieux sont chargés, nous sommes chargés individuellement et collectivement. Et comme votre téléphone portable, vous rechargez les petites batteries, les petites barres pour pouvoir avoir de la force et tenir le coup à travers cet effondrement dont à la fin il convient de sortir vivant, pas de vaincre l'ennemi. L'ennemi est en train de se vaincre lui-même, effectivement. Chaque nouvelle guerre, chaque nouvelle outrance du pouvoir, finalement, fait se réveiller des gens. Vous n'avez même pas besoin de les réveiller. D'ailleurs, vous ne réveillerez personne. Vous pouvez juste accueillir les gens quand ils viendront vous voir. Et notamment, voilà, avec ton livre, hein, c'était l'objet de cet entretien. Moi, vraiment, depuis le début, tu m'as aidé et tu m'as permis de voir clair dans ce qui se passait au moment où je comprenais rien, de mettre des mots. Donc, merci pour ça. Et puis, merci de continuer à le faire de manière obstinée, et méthodique et patiente, parce que tous ces jalons que tu laisses sont très importants historiquement et sont très importants pour que les gens puissent s'en emparer au moment où ils seront capables de s'en emparer. Donc, il y a une dialectique à tenir, même si nous sommes impuissants, tant que nous tenons le rapport de force, tant que nous continuons à parler, un peu comme dans les Mille et une nuits, nous restons en vie. Et donc, il faut continuer, comme chez Erazed, jusqu'au bout. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Dominique. Merci à toi, Louis.